Europe 1. Il est 8h35, Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'art de prévoir. Et oui, l'alerte orange a bien sonné, mais certainement pas suffisamment. C'est Yann Marek dans Midi Libre qui écrit et qui fustige ce qu'il appelle un gros raté en matière de prévision. Ces alertes ne semblent plus avoir de résonance dans l'opinion, dit-il. Seule la rouge reste dissuasive et d'en appeler au gouvernement qui n'échappera pas, dit-il, à une refonte du système. Parce que prévoir, c'est une chose, mais bien se faire comprendre, visiblement, c'en est une autre. Édition spéciale neige, donc, dans Midi Libre, qui titre en une sur le chaos blanc, comme annoncé par Météo France, écrit le journal. Près de 20 cm sont tombés. C'était Apocalypse Snow sur Montpellier. Autoroute en difficulté, aéroport à l'arrêt, transport en commun perturbé et retard de train. La grande paralysie, note le journal, qui raconte aussi l'autre effet neige. Ce couple qui dévale la très pentue rue de l'université sur un matelas gonflable, 2 snowboarders qui ont sorti les planches, d'autres qui ont transformé les poubelles en bobsleigh ou les tapis de yoga en luge, mais surtout, conclut Maëlys Breteau, ce que ce manteau neigeux a apporté, eh bien, c'est le calme, une chose très rare à Montpellier. Alors ça, c'est pour l'Hérault, mais d'autres ont également été surpris. La Nouvelle République qui fait sa une sur la Vienne qui patine, la Dépêche du Midi qui titre sur la région paralysée, et puis la République des Pyrénées avec 14 pages spéciales sur la pagaille semée par la neige. Voilà, sans trop s'avancer, on peut aussi prédire qu'il y aura le même genre de une demain. Et puis un chiffre que visiblement personne n'avait prédit là, celui de la croissance à 2%. Et oui, en une du Figaro Économie, pour la 3e fois en un an, l'INSEE a révisé à la hausse son estimation pour 2017. Elle semble avoir finalement atteint la barre des 2%, écrit incrédule le journal. Un résultat inespéré, une première depuis 2011. Alors, on pourrait se dire que quand il n'y a pas de croissance, légitimement, on s'alarme et que lorsqu'elle revient, on se réjouit. Mais non, parce que certes, la reprise est là, écrit Anne de Guigné, mais les Français n'en ressentent pas les effets. Bien au contraire, les ménages se déclarent inquiets quant à leur futur niveau de vie. Même prudence dans le Télégramme où Hubert Coudurier liste les craintes. Des grèves qui s'enquisteraient, une consommation qui marquerait le pas, sans compter l'endettement et la dérive du commerce extérieur. Dans Libération, Laurent Geoffrin juge, lui, que s'il y a une amélioration, eh bien, elle touche surtout les plus hauts revenus. Analyse reprise par Marianne, qui fait sa une cette semaine sur la France ISF contre la France Nutella. Ces deux France sont toujours là, résume le directeur de l'IFOP, Jérôme Fourquet, parce que l'opinion ressent un décalage entre les annonces et la réalité en termes de pouvoir d'achat. Et justement, dans le quotidien L'Opinion, il y a cet appel à l'adresse des Français les plus fortunés. Millionnaires, soyez généreux et montrez-le. C'est le président d'AXA, Denis Duvergne, qui en est l'auteur. Il veut inciter les super riches, écrit le journal, à faire des dons, comme l'ont fait aux États-Unis Warren Buffett et Bill Gates. Alors, on parle de donner à des associations caritatives, ou en tout cas à promettre de céder une partie de sa fortune, de son vivant ou après sa disparition. Aux États-Unis, précise L'Opinion, l'opération s'adresse aux milliardaires, mais vu qu'ils ne sont que 39 en France, il ne faut pas s'y limiter. Les millionnaires sont beaucoup plus nombreux, explique Denis Duvergne. Ce sont eux qui nous intéressent, des gens qui ont 20, 50 ou 100 millions d'euros. S'ils donnent un quart de leur fortune, eh bien c'est déjà très bien, d'autant que toute donation ouvrant droit à une réduction de 66% au titre de l'impôt sur le revenu. Les donateurs pourraient aussi ajouter, dit-il, le montant de cet avantage fiscal à leurs dons. Bon, l'idée a-t-elle des chances de prospérer en France ? S'interroge L'Opinion, un journal prudent qui ne tente là aucune prédiction. Et puis l'autre appel qui fait débat ce matin, c'est celui des 156 députés qui réclament au gouvernement une loi sur la fin de vie. Oui, euthanasie, allons plus loin. Une tribune publiée dans le journal Le Monde, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de choisir sa fin de vie, écrivent les députés. Il manque une liberté, un droit au choix, un progrès humaniste demandé d'ailleurs par les Français, disent-ils. 89% des personnes interrogées dans un récent sondage considère important de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Alors, prévoir sa propre mort peut-il devenir un droit ? La question fâche La Croix, qui y voit un nouvel assaut, une offensive des partisans de l'euthanasie. Et c'est grave, écrit Guillaume Goubert dans son édito, introduire la possibilité de l'euthanasie, c'est dire à tous ceux dont la mort approche, votre vie ne vaut plus d'être vécue, elle ne justifie plus les soins que vous souhaitez. Bref, ce droit exerce une pression insidieuse sur ceux qui veulent vivre leur vie jusqu'au bout.
Pourtant, la logique doit conduire à la liberté de choix du patient, lui répond Bernard Stéphan dans La Montagne, en dénonçant l'hypocrisie qui prévaut puisqu'on estime à 3000 le nombre de personnes qui chaque année reçoivent une aide active à mourir sans encadrement légal. Arrêtons l'hypocrisie, c'est aussi le point de vue de Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées. Qu'est-ce qui nous distingue des animaux, dit-il? Si peu de choses, mais tout de même, l'animal n'est mu que par l'instinct de conservation, tandis que décider librement de sa mort, eh bien, c'est humain. Le suicide, dit-il, est notre ultime liberté. Un débat brûlant, donc, parce qu'il nous parle de liberté, d'empathie et d'humanité, et puis parce qu'il donne de l'écho aux états généraux de la bioéthique qui se tiennent en ce moment autour du thème « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Et justement, Futur et Monde de demain, c'est la une de l'Obs cette semaine. Oui, avec en couverture l'omniprésent Cédric Villani qui prédit que bientôt, l'intelligence artificielle sera partout dans les transports avec les voitures intelligentes, le commerce où l'on pourra prédire les besoins individuels des consommateurs, les foyers aussi avec la présence des assistants personnels, et puis en matière de défense où l'intelligence artificielle peut prédire, nous dit l'Obs, les risques de conflits armés, et puis dans le domaine aussi de la santé avec entre autres des détections de maladies plus précises que celles des médecins. La santé du futur donc qui est aussi en couverture du Point cette semaine autour d'une autre révolution, celle des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, cet outil qui permet de retirer une séquence ADN, les gènes qui sont porteurs de maladies. Interview d'Emmanuelle Charpentier, la chercheuse française qui les a co-inventés. Elle prédit une démocratisation du séquençage des génomes d'ici à 50 ans. Pour de meilleurs soins ou pour un retour de l'eugénisme. De quoi le futur sera fait? Ce qui est sûr, c'est que c'est au présent qu'on en décide. Et comme il y a quand même 2 ou 3 choses qu'on peut prévoir pour aujourd'hui, sortez, on l'a dit, on le répète, les bonnets, les gants, les écharpes, histoire de vous prémunir au moins d'un avenir grippé et fiévreux. Les conseils de Marion Lagardère dans cette revue de presse. Merci Marion et à demain. Europe 1.